Je devais avoir 14-15 ans. Ma mère, je pense, n'était pas là justement parce qu'elle était en convalescence. Et donc, j'avais invité, je pense, des copines à la maison le samedi soir. Mon père regardait la télé. Ouais, on faisait un peu nos couillonnes, là, tu sais, genre, on s'amusait à se déguiser, puis à se regarder dans le miroir et tout, machin. On faisait du bruit, on gloussait, on se racontait des conneries avec mes copines, etc. Et en fait, je pense qu'on faisait trop de bruit, et mon père nous a demandé de baisser le son. Ouais, les filles, baissez d'un ton, s'il vous plaît, je peux plus entendre la télé, etc. Et à un moment, il avait dit un truc qui m'avait tellement marqué. J'ai même honte de le dire, c'est pour te dire. Il avait dit « Arrêtez de faire vos aguicheuses ». Je savais pas ce que ça voulait dire à ce moment-là, mais je savais que c'était une insulte. Et là, je me rappelle l'avoir confronté en disant « Mais ça veut dire quoi, aguicheuse ?» Tu sais, genre en mode bah vas-y, dis le fond de ta pensée, tu sais, genre... Puis il avait rien dit, il m'avait regardé, il avait rien dit. Je pense qu'il s'était senti comme un con, là, tu vois, genre... Et je me sentais mal. En fait, à ce moment-là, je me sentais même salie. Salut, moi c'est Charlotte, j'ai 31 ans. Quand je dois parler de mon père, je ne suis jamais trop à l'aise. Je marche un peu sur des œufs. Mon père n'était pas celui qui m'attendait devant le portail de l'école en discutant avec les autres parents d'élèves. Ce n'était pas non plus celui qui m'amenait en vacances parce qu'il travaillait tout le temps. C'était toujours celui qui partait très tôt des repas de famille parce qu'il en avait marre. Je n'ai pas vraiment le souvenir que mon père me rassurait ni ne m'écoutait vraiment. En fait, ce n'est pas vraiment le type à qui tu peux parler de tes émotions. Tu vois ce que je veux dire. Pourtant, c'est lui qui m'a transmis le goût du spectacle et de la fête. Lui qui m'a donné le rythme, l'impulsivité et le grain de folie. Comme tous les papas de sa génération, je sais qu'il a fait ce qu'il a pu. Il a toujours été là, à sa façon, celle qui pense être la meilleure. Enfin, je suppose, hein. Je suis sûre qu'il s'est jamais posé cette question. Pourquoi mon papa n'est pas normal ? C'est la question qui trotte dans ma tête depuis mon adolescence. Alors comme beaucoup de gens, j'ai voulu creuser. De moi enfant à moi adulte, entre colère, tristesse, résignation, joie et pardon. Et c'est quand j'ai commencé à en parler autour de moi, à mes potes, à des proches, que j'ai réalisé qu'eux aussi ils avaient des trucs à dire sur leur père. Que c'était un vaste sujet qui touchait tout le monde, et qu'on était plus ou moins tous et toutes liés par cette question qui est dans ma tête. Alors voilà, c'est comme ça qu'est née cette idée de podcast, dans lequel je m'interroge sur la normalité dans les relations avec les pères. Et pour ça, je vais vous parler de mon histoire, mais aussi de celle des personnes autour de moi. C'est pas la question de l'excuser, mais en fait, comment je peux arriver vraiment à lâcher prise. C'est soit je me fais du mal au ventre toute ma vie, ou je coupe les ponts, puis c'est tragique, ou alors comment est-ce que vraiment je lâche prise sur qui est mon père, et que j'arrive à le voir vraiment d'une manière, en fait, voilà, de voir la vérité en face, et de pas m'accrocher à des attentes qui sont pas réelles. Quand j'étais en primaire, mon père ne m'attendait pas sagement devant le portail de l'école. Non. Tel Vin Diesel dans sa voiture de course, le mien se garait au frein à main sur la colline au-dessus de la cour de récré. Et il m'attendait avec ses grosses lunettes noires, ses chaussettes dans ses claquettes, ses cheveux ébouriffés et son air très pressé. Et je me disais, oh, pourquoi mon papa il est chelou ? Le père de Marion, lui, il a le kit du papa parfait. Et pourtant dans cet épisode, elle nous raconte que l'habit ne fait jamais le moine. Alors, je m'appelle Marion, je suis d'origine française, j'ai 30 ans et ça fait à peu près 10 ans que je suis installée à Montréal. Je suis cinéaste, réalisatrice, photographe. J'ai vécu en périphérie de Paris, dans une ville assez bourgeoise qui s'appelle Maison Lafitte dans le 78. J'ai grandi avec mes 2 parents jusqu'à mes 15 ans, parce qu'après ils ont divorcé. J'ai un grand frère, plus âgé que moi, qui a 34 ans, dont je suis très proche. Et je vis aussi pas très loin de mes grands-parents, dans une famille relativement aimante, on va dire, entourée, avec beaucoup d'amis, des oncles et tantes présents aussi. Donc une famille, je dirais, assez soudée, particulièrement du côté de ma maman. Vraiment plus famille modeste du côté de mon papa, d'origine bretonne, qui ont déménagé à Paris après. J'ai des relations moins fortes avec les membres de ma famille, pourtant on a toujours entretenu un lien, on s'est toujours vus, on n'a jamais coupé les liens. Comment tu le décrirais ton père d'un point de vue, si on devait essayer de se l'imaginer, il est comment ? Il est pas très grand, il est très beau garçon. Tu regardes des photos de lui quand il était jeune, c'est vraiment un beau gosse. Tu te dis, ouais, putain, je comprends ma mère, pourquoi elle est tombée amoureuse de lui. Elle s'est faite avoir, l'arnaque. Tu sais, c'est l'emballage cadeau, mais des très beaux cheveux bouclés. Quand il était jeune, des beaux yeux bleus, un visage assez fin, très symétrique.
Il est pas très grand en taille, mais tu sais, il a toujours fait du sport, c'est une personne qui s'entretient. Donc ouais, il mange bien, pas parce qu'il veut être mince, mais il mange bien parce qu'il s'intéresse à l'alimentation, à la nutrition, donc il prend soin naturellement de son corps. Même avec l'âge, il vieillit bien. Il a plus beaucoup de cheveux, il a perdu ses cheveux avec le temps. Et puis au niveau du tempérament, c'est une personne assez joviale, je dirais. Mon père, là, tu l'invites en soirée, c'est comme tu l'adores, là, tu sais, il est drôle, il est gentil, il a plein de trucs à raconter, il fait du sport, il a fait du rugby à haut niveau, il s'est inscrit dans une chorale, il fait de la guitare, il peint super bien, donc tu vois, tu te dis, ok, génial, il fait plein de trucs. Il s'entend très bien avec tout le monde, mais mon papa, je le décris souvent comme une personne enfant dans un corps d'adulte. Il ne prend pas les responsabilités, il lui manque la case, tu sais. Il a pas réparé ses propres traumas d'enfance, qui fait que, putain, le switch à l'âge adulte, c'est comme, mec, vas-y, let's go, là, t'as un potentiel de fou. Il y a juste des choses, cognitivement parlant, qui se sont jamais passées, quoi. Et on l'excuse parce que c'est une personne gentille, souriante, quand même présente. Je le qualifierais comme quelqu'un d'heureux, mon papa. Mais d'une manière naïve, tu vois, justement. Il est heureux simplement, il est heureux avec les choses qu'il a. Il est tout feu, tout flamme, il aime faire plein de choses, il s'émerveille, il a une âme d'enfant, c'est très beau, c'est une force aussi. Mais l'envers du décor, quand... C'était comment, du mieux que tu te souviennes dans ton enfance, la dynamique avec ton papa Dans mes plus bas âges, on habitait dans une petite maison, je me rappelle, HLM, un petit appartement HLM, qui était vraiment cool. Moi, j'adorais cet appartement-là parce qu'il y avait beaucoup de lumière et il y avait une moquette que j'adorais, sur laquelle je pouvais tout le temps me mettre en boule, me réchauffer sous le radiateur comme un petit chat. J'ai des souvenirs assez ambigus de cette période-là de ma vie, à la fois heureux, je pense, comme beaucoup d'enfants, c'est beaucoup d'amour, il y avait beaucoup de jeux. C'était, oui, assez réconfortant. J'ai vraiment ce souvenir, cette sensation physique de réconfort. Donc je sais pas si c'est lié à la moquette, à la lumière. Et par contre, à la maison, de ce que je me rappelle, ça a été pas toujours joyeux, justement, étonnamment. J'ai des souvenirs de mon père qui ronflait très très fort. Donc ça faisait beaucoup de bruit et ça me terrorisait, en fait. J'ai vraiment ce souvenir d'avoir été terrorisée par les ronflements de mon papa qui réveillait la baraque entière. Il y a aussi des souvenirs de violence aussi, enfin violence entre guillemets verbale, physique, donc les parents qui s'engueulent, des choses comme ça. Et de son absence aussi à certains moments, notamment les anniversaires. Je me rappelle que ma maman était très présente dans l'organisation de nos anniversaires. Avec un amour inconditionnel, tu vois, à faire des gâteaux sur plusieurs étages, à mettre les bonbons de toutes les couleurs, les langues de chat, etc. Pour créer des personnages sur les gâteaux d'anniversaire. Ma mère, je pense, veillait à ce qu'il y ait beaucoup cet univers de l'enfance, justement, et du jeu, et qu'on se crée notre petite bulle. Ma maman, c'était plus l'amour à la maison, inconditionnel, autour du care, tu vois, les bains, les goûters, les dîners, etc. Mon papa, il y avait plus l'aspect de plaisir, en fait, s'occuper de nous toujours un peu dans une forme de plaisir. Tu sais, j'ai le souvenir que mon papa nous accompagnait au musée, on faisait pas mal d'activités ensemble, on sortait se balader, on faisait du sport, donc il y a aussi beaucoup de souvenirs qui se sont construits autour d'activités, on va dire, plutôt positives, où finalement on crée notre connexion à travers ces activités-là qu'on avait en commun et qui nous faisaient du bien. Mon Dieu, je pense à mon père. Mon père, c'est tout l'inverse. Il n'a pas de passe-temps. Il n'a pas le... C'est vraiment fou ce que ça me fait réaliser. Et ça fait réaliser qu'aussi, t'as beau être une personne très ouverte, avec beaucoup de passe-temps, au final, ça ne veut pas dire que tu sais gérer tes émotions avec l'enfant ou avec le reste. Est-ce que tu te souviens du coup, la dynamique de ton père et toi pendant l'adolescence? Alors ouais, en fait, jusqu'à petite fille et / adolescente, j'ai toujours eu quand même une certaine proximité avec mon papa.
L'adolescence, c'est devenu un peu plus compliqué. J'ai un souvenir d'avoir ressenti beaucoup de colère envers mon papa, de pas me sentir comprise, de pas sentir l'écoute dont j'avais besoin dans la construction de mon identité. Puis, on s'entend que là, je parle avec mes mots d'adulte, mais à l'époque, je disais pas ça. Là, je disais pas mon papa, il est pas là dans l'écoute de la construction de mon identité. Comme on n'a pas ce recul, mais en tout cas, je sentais qu'il y avait peut-être quelque chose qui était absent, qui me manquait, puis ça me créait de la colère. Je lui exprime un besoin ou je lui demande quelque chose, puis tu sais, mettons, il va m'envoyer chier, ou je sentais qu'il y avait absolument pas de répondant adulte en face de moi. Donc ça me créait encore plus de frustration, et donc je finissais par m'enfermer dans ma chambre. Tu sais, ça finit en engueulade je cours dans les escaliers, je claque ma porte, je me mets dans ma chambre, puis là je me dis putain, mon père il est con, il comprend rien de toute manière, mais pourquoi c'est mon père? J'aurais jamais aimé que ça soit mon père, enfin tu vois, vraiment à dire des choses. J'aurais envie qu'il meure. Je me dis waouh, l'intensité du truc, je devais vraiment être en grande détresse en fait, genre émotionnelle et intérieure. Donc j'avais besoin d'être entendue, j'avais besoin d'être vue, puis souvent c'était lui qui passait en premier. Ouais, c'est vrai que mon papa avait vraiment tendance à beaucoup se faire passer en premier. Les départs en vacances étaient toujours une grande source de stress pour ma mère. Et en voiture aussi, tu sais, du coup, on partait, puis tout le monde faisait la gueule. Enfin, c'était un peu l'enfer, tu vois. Nous, on se faisait engueuler, mais on n'avait rien demandé. Enfin, tu vois, on savait pas vraiment pourquoi, mais aujourd'hui, avec le recul... Bah ouais, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on disait qu'on partait à une certaine heure, puis finalement, voilà, c'était toujours 2 heures après, parce que mon père avait décidé que le matin, il allait avoir le temps de faire son sport et de faire autre chose, et puis finalement, sa valise n'était pas tout à fait terminée. Enfin, donc c'était un peu à ma mère de gérer tout ça, puis ma mère prenait beaucoup sur elle, je pense. Et je pense aussi, ce qui a été violent peut-être, c'était de voir ce décalage-là entre ma mère et mon père. Je pense qui a fait que dans notre construction, dans nos têtes d'enfants, il y en a une qui fait les choses comme ça et l'autre il fait complètement l'opposé. Enfin en fait, sur quel référent est-ce qu'on doit se calquer quoi. Et je sais que ma maman a longtemps pallié à cette différence-là. Dans sa communication, dans l'énergie qu'elle montrait à la maison, elle a toujours veillé en fait à ce que cette rupture-là ne se ressente pas. Voilà quoi, elle se sacrifiait un peu pour nous, mais en fait, moi, j'ai toujours vu mes parents assez malheureux quoi. Mon papa a trompé ma maman. À l'âge de 7 ans, ma mère, je la voyais pleurer un peu en dépression parce qu'elle était très malheureuse en fait avec mon papa qui ne la considérait pas et qui ne la mettait pas au premier plan dans ses... qui était pas à l'écoute en fait. Et le pire, c'est quoi que ma mère lui avait demandé d'avouer et qu'il avouait pas en fait, et qu'elle avait fouillé, et puis que, enfin, il y avait aussi tout ce truc de mensonge et de non-prise de ses responsabilités. En fait, c'est ça qui est le pire, je pense, c'est ça qui doit être le plus humiliant et le plus terrifiant en fait, parce que tu te dis, mais tu vis avec un enfant quoi. Comme toute femme et comme toute mère, elle a beaucoup pris sur elle. Elle s'était même dit je divorcerai seulement quand mes enfants auront 18 ans à la majorité pour essayer d'avoir un cadre familial les plus normaux, on va dire, pour qu'il y ait le moins de séquelles. Donc elle était consciente de ça. Si elle avait vraiment été authentique et qu'elle avait pas tenu le phare du bateau, tu vois, genre... Enfin, ça serait parti en couille, quoi. Ça serait écroulé. Ah ouais. Ouais, carrément. Ouais, puis elle s'est écroulée à 15 ans, donc mes parents ont divorcé, ma mère a fait un AVC, et je pense que c'était la chose de trop, quoi, qui a fait que ça, à un moment, ça a pété, quoi. Je peux compter sur les doigts d'une main les moments où mon père a été là émotionnellement parlant, alors sans doute que j'en occulte quelques-uns, mais je peux vraiment les nommer. Tout premier, c'était au moment mes parents s'engueulaient beaucoup, le divorce, etc. J'étais partie en vacances avec mon papa. À l'époque, on se faisait beaucoup de road trip tous les deux. Et là, on avait fait un peu de randonnée dans les Pyrénées. Et j'étais extrêmement mal parce que mes parents divorçaient, j'étais profondément triste, profondément en colère parce que mon papa était émotionnellement désengagé, etc. Et donc pendant cette randonnée-là, je faisais la gueule et j'avais les larmes aux yeux parce que j'étais dans une hypersensibilité où je me sentais incomprise, etc. C'était vraiment douloureux. Et arrivé au sommet, je me suis dit, est-ce que ce con va me demander si ça va ou pas ? On s'est assis côte à côte et là, il m'a demandé en effet qu'est-ce qu'il n'avait pas. Et on a pu en parler, puis j'étais sincère en fait. Et donc là, il s'était senti mal, je me rappelle même, je crois qu'il avait pleuré. Enfin, vraiment, t'imagines, 15 ans, en face de ton père, tous les deux en train de pleurer en mode je suis un père... je suis nulle, et moi à lui dire putain tu fais chier, t'es nulle, tu vois, genre c'est tellement incroyable
qu'on est arrivé à se parler, à créer cette connexion-là, même l'espace d'une heure avec notre papa, que là, du coup, tu te dis, c'est bon, il a compris, tu vois, à partir d'aujourd'hui, ça va être un nouveau papa. C'est le Père Noël, tu vois, tu te dis vraiment, en fait, c'est horrible, tu te rends compte à quel point t'es attaché encore à cette idée complètement débile de te dire, non mais là, c'est bon, on nous a vraiment entendus, on a vraiment parlé, genre, on a eu une connexion tellement profonde, on s'est dit qu'on s'aimait, là, c'est sûr, tout va changer, quoi. En fait, ça allait mieux dans les 48 heures qui suivaient, parce qu'en effet, on avait créé du lien pendant cette discussion, qui nous avait fait du bien. Et puis voilà, après, tu changes pas quelqu'un en 48 heures. Mes premières années d'émancipation, loin du foyer familial, c'est après le divorce de mes parents. J'avais 18 ans, puis c'était une période très compliquée de ma vie parce que ma mère sortait donc de sa convalescence de son AVC. Et moi, j'avais décidé de partir à Lille pour faire mes études parce que j'avais besoin, je pense, de prendre l'air, d'être loin de la famille, puis c'est sûr que j'avais quand même le privilège de pouvoir le faire. Ma mère était comme, ok, tu sais, let's go, vas-y, tu sais, ton père et moi, on a travaillé pour ça, là, donc en fait, c'est la suite logique des choses que tu puisses prendre ton indépendance. Donc elle était vraiment dans cette vision-là, alors que mon père nous faisait culpabiliser de partir, parce qu'on est des petits-fils de Bourges, parce que y avait un peu vraiment cette culpabilité un peu de dire, ne vous rendez pas peut-être la chose que d'y aller. Lui, il avait jamais vécu dans ce privilège-là, et donc en fait, je pense qu'il était un peu jaloux. Je pense que c'était une forme de jalousie déguisée, un peu malsaine, un peu cachée, tu sais. Et alors, plus concrètement, quand j'ai déménagé à Lille, il a joué un rôle important parce que ma mère n'était pas en état de pouvoir m'aider au déménagement, donc c'est lui qui a géré ça. Alors même que je me rappelle pas qu'on en ait parlé ensemble de l'organisation du déménagement, j'angoissais déjà d'avance que c'était lui qui allait venir et pas ma mère. Parce que je savais en fait que ça allait tout complexifier. Et ça a pas loupé. Il arrive pas juste avec une énergie négative et du coup, tout de suite c'est négatif. Il y a aussi de la joie. En fait, je pense que c'est ça qui est complètement fucké dans la gestion des émotions quand t'es avec lui, c'est que il y a à la fois du bonheur, des sourires, il va être content de là où j'habite, etc., etc. Mais en même temps, il va avoir une énergie négative, un peu dans la culpabilisation, dans le reproche, il va râler, enfin tu vois, donc en fait c'était déjà quelque chose qui était lourd d'avance, où je sentais que ça lui prenait du temps, où je pense que ça allait lui faire chier qu'on achète des trucs, parce que mon père est un peu pince et radin. Et donc ce déménagement à Lille, j'en viens à un souvenir très concret. Il m'a dit, j'ai trouvé un lit, ça fera très bien l'affaire et tout machin. J'étais, attendez, comment ça, un lit à 20 balles, enfin montre-moi la photo quoi. Et que j'ai vu que c'était un futon, là j'ai dit, mais tata, c'est pas un lit, enfin... Pour que t'aies une idée, un futon, en fait c'est un matelas un petit peu dur, assez plat. Tu m'installes pas pour un week-end, là, je vis pour les 2 prochaines années. Enfin, est-ce que tu peux arriver à te projeter un peu dans ma vie et le confort que je vais avoir besoin? Je suis étudiante, je travaille, enfin tu sais quoi... Et c'est pas le futon le problème, quoi, c'est la manière dont les choses sont faites. Où tu t'es dit que tu vaux pas plus que 20 balles et que c'est ça que tu mérites, quoi. J'essaye de justifier ça en me disant, il y a une forme de TDAH derrière, il y a une forme d'autisme, mais c'est pas possible, c'est comme il y a un manque d'empathie, parce que au fond l'empathie et l'amour il l'a, encore une fois je le répète, je pense que c'est vraiment une personne aimante, mais maladroite ou pas du tout consciente de la manière dont elle fait les choses. Je pense 1 mois ou 2 mois après, ma maman est venue dans l'appartement et elle a halluciné, quoi. Elle était en mode, putain, on est allé laisser ton père... T'as acheté un futon, enfin en fait, donc voilà, donc avec ma mère on est allé acheter un vrai lit. C'est sûr que ça m'a beaucoup impacté, mais je pense que j'ai pris conscience relativement récemment à quel point ça m'avait impacté. En fait, c'est en commençant vraiment un travail de thérapie. J'évolue aussi moi depuis des années un peu dans ce double standard d'être à la fois très douce, très à l'écoute et tout, puis parfois tu sais je le sens là que je pète des câbles et que je perds vraiment le contrôle de mes émotions et je pense que je manque de stabilité émotionnelle aussi, donc j'essaie de vraiment travailler ça, de genre savoir où est mon ancrage. En fait c'est plus vraiment en tant que jeune adulte dans mes rapports avec les garçons notamment, qui est encore difficile d'admettre, mais tu sais je me rends compte dans beaucoup de relations où j'ai aimé profondément les hommes d'aussi longtemps que je me rappelle, en fait je m'en rendais pas compte, mais j'étais beaucoup dans le sabotage en fait de ces relations là. Ça je m'en suis rendu compte assez tard en fait, enfin vraiment récemment en fait, je me suis dit, j'ai pris le recul, je fais comme oh shit en fait quoi, genre ok en fait je traîne mes casseroles depuis un bon moment.
Plus récemment, suite à une rupture en 2023, c'est de lui-même qui m'a dit « Tu sais, ma fille, j'imagine que ça va pas être évident pour toi. Si tu veux, voilà, je t'ai viré un petit peu de sous sur ton compte en banque canadien pour que tu puisses t'acheter des meubles pour ta chambre. » Et là, je suis restée sans voix. J'ai littéralement fondu en larmes. Et voilà quoi, et je m'étais dit, c'est un délire quoi. Je me suis dit, c'est un délire, je suis en train de pleurer pendant 1 heure parce que mon père m'a tendu la main pour m'aider à racheter un bureau et un lit d'occasion quoi. J'étais en mode, what the fuck. On dirait depuis que j'ai passé le gap des 30 ans et que mon père aussi vieillit, il y a une nouvelle dynamique qui se met en place. Il a pas changé, c'est toujours la même personne, mais je pense que comme il se rend compte de son âge vieillissant aussi, c'est comme s'il prenait conscience d'être plus présent, plus à l'écoute, il est dans une meilleure gestion de ses émotions, etc. Je suis même pas sûre vraiment que ça soit intentionnel, je pense juste qu'il lâche prise en fait. C'est tellement cool d'y arriver à 60 ans quoi en fait. Il est parti moi qui peux pas m'empêcher de me dire putain. Ouais quand même quoi, quel gâchis quoi. Ça en a pris du temps. Ça en a pris du temps. La colère elle est là, mais on dirait que je me focus plus sur le passé. En fait, je pense que le travail thérapeutique, ça a été d'y plonger, mais de se dire, ok, maintenant que tu as plongé, tu regardes vraiment la vérité en face, mais maintenant, il faut vraiment que tu travailles sur toi, justement, pour arrêter de te bullshiter. Comme ton père l'a fait pendant 20 ans, tu sais, genre, arrête de te bullshiter, puis trace ta route, quoi. Je pense qu'il faut être exigeant envers soi-même, mais qu'il faut pas non plus prendre ses attentes pour une vérité absolue. Mon besoin aujourd'hui, c'est pas le besoin de mon père, et que ce à quoi j'aspire dans la vie, tout le monde n'aspire, mon père n'aspire pas à ça, et qu'aujourd'hui moi faut que j'assume et que je prenne conscience que j'ai pas la même sensibilité que lui, je suis une autre personne et que c'est ok en fait, et que en fait le seul truc qui me reste dans les mains c'est qu'est-ce que je veux en faire avec ça et puis qui je veux devenir en fait, c'est juste ça quoi. Ouais, c'est une forme de pardon, mais en fait c'est même pas je pense que le processus du pardon, il est déjà fait dans le sens où la colère, elle existe, mais mon père, oui, il est pardonné. Enfin, ça va de soi en fait, dans le sens où du coup, il y a pas de, parce que je sais qu'il fait comme il peut et que c'est sa réalité à lui. Si j'avais mon papa en face de moi, ce que je lui dirais, ça serait de continuer à profiter naïvement et de s'émerveiller de la vie. Puis je lui dirais merci pour ce qu'il m'a laissé de positif. Le négatif, c'est moi qui le gère.